m'appelle Félix, je viens de Bretagne. J'ai commencé par faire des études de philosophie. Ensuite, j'ai enchaîné sur un autre master en gestion de projet humanitaire, disons à Lyon. Et j'ai fini par me retrouver dans une association de promotion et de défense du droit d'asile en France. Je suis juriste pour l'association France Terre d'Asile. J'ai commencé dans cette association en service civique, donc c'était dans le cadre d'un stage de fin d'études. Donc pendant ce service civique-là, moi j'ai demandé à être formé sur le pôle juridique. C'est vraiment ce qui m'intéressait dans le travail d'accompagnateur dans le droit d'asile. Le métier de juriste en droit d'asile, en tout cas tel qu'on l'exerce à France Terre d'Asile, il ne requiert pas nécessairement de formation en droit, parce que le cœur du métier, ça va être de travailler les récits de vie, voir si ça entre dans le cadre de la Convention de Genève qui fixe les critères pour l'obtention du statut de réfugié ou d'autres formes de protection. On va essayer de construire leur récit avec eux pour qu'ils soient prêts à passer devant les officiers de protection ou les juges, donc selon les institutions dans lesquelles ils se trouvent à un moment T de la procédure d'asile. Nicholson, nigérian, il essaye de demander l'asile en France depuis environ 3 ans. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a quitté le Nigeria. Il a fait son parcours du combattant, traversé de la Méditerranée, arrivé en Europe. En Europe, on lui a pris ses empreintes. Il a eu déjà un premier combat, c'était d'essayer de sortir de la procédure Dublin. C'est une procédure européenne qui va déterminer quel est l'État responsable de sa demande d'asile, pour qu'il puisse demander l'asile en France et non pas en Autriche, ou non pas en Allemagne, ou non pas en Norvège. Donc ça fait 3 ans déjà qu'il se retrouve dans une situation économique et sociale ultra précaire, et il y voit le bout. Sauf qu'il y voit le bout, mais ensuite commence un nouveau chemin, ça va être la procédure d'asile en France en elle-même, qui peut durer en moyenne 1 an. Donc moi, je l'ai rencontré à ce moment-là, quand on était en train de sortir de la procédure Dublin, pour l'intégrer dans la procédure normale et qu'il demande l'asile en France. Et il a commencé à me conter son récit de vie, et ça représente aussi son argumentaire pour accéder à une protection internationale qui sera délivrée peut-être par la France. Et en fait, cette personne qui est du Nigeria, en l'espace d'environ 1 an et demi, elle a perdu son père, elle a perdu sa mère, sa tante, sa sœur. Donc elle a été accusée de sorcellerie par sa communauté. Et 2 des corps n'ont pas été retrouvés, donc elle a été accusée d'avoir mangé son père et mangé sa tante. Ça lui est tombé dessus comme ça. Une cérémonie a été organisée, il connaissait la date de la cérémonie, et il connaissait l'objet de la cérémonie, qui avait pour but de décider s'il fallait le bannir de la communauté ou le tuer. Il est parvenu à quitter sa communauté, à quitter sa région et à fuir son pays. Et donc il s'est retrouvé complètement déraciné. Il s'est retrouvé avec toute sa communauté à dos. Il m'a dit, mais j'étais dans une situation, j'ai vraiment pas compris du tout ce qui m'arrivait, quoi. Je ne me reconnais plus dans ma communauté, je ne me reconnais plus dans ma famille. Et donc il a décidé de tout lâcher et de partir demander l'asile en France. Et il m'a dit, Félix, je te promets, si j'arrive à avoir une protection, je ferai un film de mon histoire. Quand j'ai commencé mes études de philosophie, j'avais un fort penchant pour la philosophie politique. Et j'avais commencé un mémoire de recherche en philosophie politique. Et je voulais que ce mémoire-là, il ait aussi une vue critique sur l'actualité. Pour que moi, j'ai un impact à mon échelle, en tout cas, et que je puisse proposer une analyse critique du système tel qu'il est à l'heure actuelle. Je me suis pris des murs, en fait, à ce moment-là, par mes enseignants, professeurs de philosophie. Ils m'ont dit, non, non, surtout, Félix, ne parle pas de l'actualité, reste dans la tour d'ivoire des philosophes et ne juge pas l'époque contemporaine. Comme ça, tu ne te feras pas juger par l'histoire. C'était un peu les mots de mon directeur de recherche. Ça m'a refroidi, clairement. Si je faisais ça, avant tout, c'était pour avoir aussi un impact sur le réel, un impact pratique. Et donc, c'est ce qui m'a conduit à aller vers les métiers de gestion de projet, enfin une formation en tout cas en gestion de projet dans l'humanitaire. J'ai un attrait pour la question migratoire parce que, en fait, déjà moi en tant que militant, j'ai été amené à croiser des migrants, que ce soit à Nantes, que ce soit même au Brésil ou ailleurs, et à faire le constat de leur situation sans pouvoir autant les aider, leur venir en aide, et sans saisir non plus la complexité de la procédure d'asile, comment ça se fait qu'ils restent à la rue, là, comment ça se fait que moi je ne peux les aider. Je me disais, le droit, ça reste pour moi quelque chose de très opaque que je ne pourrais jamais saisir, donc je me sentais un peu sans pouvoir d'agir face à des situations humaines qu'on côtoie tous les jours. C'est ce qui m'a amené, dans un premier temps, à m'intéresser à la question migratoire et à essayer d'agir sur un volet, on va dire, militant, à travers des assos, par exemple, qui vont proposer des ateliers cuisine avec les migrants, ou alors quelques maraudes qui vont se faire dans les rues, dans les villes de France où j'ai été. Et après, j'ai décidé de tenter d'aller plus loin, m'inscrire vraiment dans la procédure d'asile même. C'est ce qui m'a amené à postuler chez France Terre d'Asile. Oui, c'est accessible à tous si on a vraiment la volonté d'être militant, quoi, et d'agir.
Si le militantisme il répond vraiment à une conviction profonde, on n'aura pas de mal à s'inscrire dans un réseau militant et à agir. Si on craint de ne pas réussir à tracer clairement les limites entre le légal et l'illégal, que ces frontières-là sont floues et qu'on ne connaît même pas les risques qu'on encourt si on dépasse cette frontière sans même des fois le savoir, ça peut clairement freiner. Ouais. On fait un constat déjà d'un problème sociétal. Généralement, c'est aussi quand on a, on va dire, l'esprit des mœurs qui rentre en contradiction avec l'esprit des lois. Souvent, on se révolte contre des lois qui sont en place et qui vont créer une situation donnée. Je vais prendre le cas de migrants. On veut par exemple aider au passage, parce qu'il y a des migrants qui vont passer par l'Italie et qui sont tout simplement en train de crever dans la neige avant Briançon. La loi m'interdit de favoriser le passage. Elle m'interdit d'aller dans les montagnes et d'aller donner des fringues à un mineur et de l'accompagner, traverser la frontière avec lui. La loi m'autorise à faire une campagne de sensibilisation et d'information sur ce qui se passe dans ces montagnes-là. Là, on a deux volets du militantisme. On peut avoir un premier volet où je reste dans le cadre légal et pour autant je suis militant, donc je vais faire une campagne d'info et de sensibilisation. Et on peut aussi avoir un deuxième volet du militantisme et je vais aider au passage et je vais franchir la frontière franco-italienne et filer un pull à ce gamin qui est en train de crever dans la neige et l'aider à passer. Bon, après, c'est risqué, il faut être prêt aussi à prendre le risque. Hein. Mais bon, ça bouge un peu là-dessus. Il y a eu toute l'affaire avec le délit de solidarité. Bon, c'est un peu en train de bouger, mais il y a quand même eu des gens qui ont aidé au passage pour répondre à un devoir d'humanité, et un devoir d'humanité qui entre en contradiction avec le légal. Après, souvent, c'est le devoir d'humanité qui t'anime quand tu vas investir le milieu de l'humanitaire, ou que tu vas investir le milieu associatif, ou le milieu du militantisme. Souvent, on les sépare. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est pas accessible à tous. Il faut vraiment avoir une conviction profonde et vraiment une volonté réelle. On se rend compte qu'il y a énormément de jeunes qui veulent s'inscrire dans le réseau humanitaire, que ce soit sur l'urgence ou sur l'aide au développement. Et pour autant, ils n'arrivent pas, ils n'y parviennent pas. Dans mon master, il y a, je pense, les 3/4 des étudiants qui n'ont pas réussi à intégrer une ONG, à être envoyé sur le terrain ou alors à être envoyé dans un siège, parce qu'on dit le passage obligé d'abord c'est de passer par le siège. En plus, souvent quand tu te retrouves sélectionné et que tu atteins le Graal et que tu as ton poste de service civique au siège de FI ou que sais-je, tu te retrouves souvent à exercer des missions en deçà de tes compétences. Donc ouais, c'est un parcours du combattant un petit peu, je pense, aujourd'hui. Ouais. Pour ceux qui veulent s'engager dans l'humanitaire, dans l'aide au développement, ou que sais-je, dans les Nords comme dans les Suds. Je pense qu'il ne faut pas perdre espoir du tout, il faut essayer de saisir la moindre opportunité qui passe. Pendant tout ce temps de latence où vous cherchez une mission à l'étranger ou que sais-je, vous pouvez aussi profiter pour faire les curieux et puis aller investir en tant que bénévole des associations peut-être qui sont dans votre coin, parce que les problématiques que vous pouvez rencontrer dans les Suds, elles sont aussi présentes dans les Nords. Non, vraiment pas perdre espoir et saisir la moindre opportunité qui passe.